Je me présente, je m'appelle Anne-Paul Lerosier. J'ai travaillé pendant 8 ans auprès des personnes de la rue à Paris. D'abord, j'ai travaillé au Secours catholique. Et puis ensuite, j'ai travaillé au Captif La Libération. C'est une association parisienne qui accompagne les publics de rue. Donc, peut-être vous en avez entendu parler. Les personnes en situation de prostitution et les personnes en situation de rue. Et dans cette association, j'étais responsable d'un accueil de jour qui est situé à Gare du Nord, à proximité de la Gare du Nord. Donc vous savez que c'était un grand lieu de pauvreté, donc c'était un travail, un lieu de vie très vivant, on va dire ça comme ça. Et donc il y a 3 ans, j'ai décidé de prendre un peu de recul par rapport au terrain, et puis je suis devenue coach professionnel et formatrice. Et donc maintenant, mon métier, c'est d'accompagner les bénévoles et les travailleurs sociaux dans leur mission d'accompagnement, parce qu'en fait, c'est une magnifique mission dans laquelle on donne énormément, mais qui est loin d'être évidente, notamment parce que les personnes qu'on accueille vivent des grandes souffrances, et puis aussi parce que la relation, elle se passe d'un côté, mais elle se passe aussi de l'autre, et que nous, à l'intérieur, ça nous fait travailler énormément. Et donc c'est là-dessus que je travaille maintenant et que j'accompagne les acteurs du social. Donc pour ça, donc ça c'est une mission. Puis j'ai ajouté un petit projet qui s'appelle Osons la relation, www.osonslarelation.com. C'est un site internet que j'anime, que vous pourrez aller voir demain. Et puis quand vendredi ou jeudi je regarderai les comptes, je verrai qu'il y a 200 personnes qui sont allées visiter le site. Donc ça sera super, ça sera très bon pour mon petit cœur, pour mon estime de moi. Vous allez voir qu'on va en parler dans le cours de la présentation que je vais vous faire. Donc voilà, Osons la relation, c'est un site sur lequel j'écris des chroniques et sur lequel aussi je poste des ressources sur l'accompagnement, sur la relation d'accompagnement, parce que on en parle assez peu de tout ce qui se passe autour de l'accompagnement, et c'est difficile de mettre des mots, notamment parce qu'on n'est pas habitué à en mettre, surtout parce qu'on a une culture caritative, et donc en fait nous qui avons, on aide, et puis on n'a pas vraiment besoin de se poser de questions, parce qu'en fait c'est les autres qui ont des questions et qui ont des problèmes, et donc du coup on reste un peu avec nos questions, notre vie intérieure qui nous bouscule. Et donc c'est un peu de ça maintenant que j'ai envie de parler, puis on est plusieurs à bousculer un peu les lignes de ce côté-là. Voilà. Et le nom c'est Osons la relation, parce que justement oser la relation avec les personnes de la rue, c'est bon pour elles, et puis oser la relation avec nous, c'est bon pour la relation avec les personnes de la rue. Donc voilà, osons la relation de tous les côtés. Je vais commencer par juste donner un petit éclairage sur le public de rue, même s'il y a autant de profils de rue que de personnes à la rue. C'est très difficile de créer des profils. Donc du coup, je vais parler de grandes lignes, mais je vais commencer par une définition de la pauvreté. La pauvreté, c'est la situation d'une personne, d'une famille ou d'une communauté qui ne dispose pas des ressources suffisantes pour lui permettre de vivre normalement. Donc on parle aussi de situation d'infériorité matérielle par rapport à une population qui a un confort matériel. Et en France, on calcule la pauvreté grâce à un seuil. Et en France, en 2018, le seuil de pauvreté sont considérées comme pauvres les personnes qui gagnent en dessous de 1063 €. Voilà, c'est un repère, et c'est 14,8% de la population française, donc c'est pas rien du tout. Ensuite, il y a une définition qui est aussi importante à intégrer, c'est la définition de la précarité. Ce sont les hommes et les femmes qui sont en situation d'insécurité sur un ou plusieurs pans de la vie. Le travail, la vie affective, les liens sociaux, l'administratif, l'économique, le logement, voilà. Et Joseph Wrezinski, lui, disait que c'était les personnes qui vivent la précarité, c'est des personnes qui ne peuvent pas jouir de leurs droits fondamentaux.
Et ça, en effet, c'est une question qui est fondamentale. En effet, la question de l'hébergement, c'est un droit fondamental. La question d'avoir des papiers, c'est un droit fondamental. Je pense qu'on pourrait reconnaître à tous les hommes le droit de vivre dignement. Voilà, il y a toute cette dimension à prendre en compte. Et la grande exclusion, donc les personnes à qui on s'intéresse ce soir, en fait, elles sont définies par... ce sont des personnes qui ont plusieurs niveaux de précarité. Donc ça veut dire qu'il y a une insécurité de précaire, mais qu'il y en a plusieurs, il y a plusieurs niveaux. Donc il y a économique, plus logement, plus vie affective ou vie sociale, plus... voilà. Donc on voit bien qu'il y a une accumulation. Et puis, dans les publics de rue aussi, aujourd'hui, et de plus en plus en tout cas, il y a clairement une différence dans les 10 dernières années. On peut voir une différence dans les 10 dernières années. Il y a un public, il y a des personnes qui sont sur les chemins, qui sont à la fin du chemin de migration. Et donc, elles ont décidé de quitter leur pays pour des raisons économiques, pour des raisons matérielles, aussi pour des questions de dignité, pour des questions de sécurité physique et affective. Et donc elle se retrouve en France après souvent un long parcours traumatique, ou pas traumatique, mais en tout cas le simple fait d'être en France et de ne pas avoir accès aux droits administratifs génère de l'exclusion. Et si on regardait un peu les points communs entre ces personnes, j'en ai retenu 3. Il y a clairement la question du mal logement. En fait, pour vous donner un aperçu, en 2020, il y a 3 953 000 personnes qui sont en situation de mal logement. Donc dans ces 4 millions, en gros, de personnes, il y a les personnes à la rue, il y a les personnes qui vivent en hébergement, parce que le vivre en hébergement, c'est considéré comme du mal logement, c'est considéré comme la vie à la rue. Ce qui est normal, hein, parce que c'est pas un logement. Qui vivent dans leur voiture, dans des squats, dans les hôtels sociaux, dans les caravanes. Ce ne sont pas des lieux. La définition, c'est vivre dans un lieu qui n'est pas censé servir à une vie confortable. Voilà. Ensuite, il y a la question qui revient souvent, qu'on me pose, c'est la question de la santé mentale. Ce serait un raccourci rapide de dire que, en tout cas, ce qui est important de retenir, c'est que on ne sait pas sur la question de la santé mentale et de la folie, ou de la maladie mentale, ou des précarités, enfin voilà, je ne sais pas comment on peut appeler ça. On ne sait pas qui est l'œuf ou qui est la poule. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a peut-être en effet un dysfonctionnement ou un problème au niveau hospitalier de la prise en charge psychiatrique en France. Et donc ça génère une exclusion parce qu'il y a des personnes qui ne suivent plus leurs soins et donc qui se retrouvent qui sont inadaptées à la vie dans un logement ou à la vie dans un foyer et donc qui vont à la rue, qui tombent à la rue. Et puis il y a aussi la question est-ce que la rue ne rend pas fou? Et ça c'est sûr en fait que la rue rend fou. La rue rend fou parce que quand on dort 3 heures par nuit en temps cumulé, quand on est tout le temps en mode survie, quand on n'a pas de lieu pour se poser, pas de repères, et quand on perd les repères de la journée. Je me souviens d'un monsieur, j'arrivais au travail à 9h du matin, donc c'était en hiver, ça faisait pas depuis pas si longtemps que ça qu'il faisait jour, et il m'avait demandé l'heure, donc j'avais dit il est 9h, c'est un monsieur que je connaissais de l'accueil de jour. Il me dit oh mais il y a un monsieur là qui vient de me dire qu'il était 23h. Et en fait il avait cru, pour lui c'était clair, alors que pour moi c'était clair aussi qu'il y a une heure, que le soleil était en train de se lever, vous voyez. Donc ça, il y a vraiment cette dimension du manque de repères qui crée une inadaptation, qui crée un dysfonctionnement, qui crée un manque de repères, quoi. Voilà. Donc ça c'est important de l'entendre.
Et puis il y a aussi il y a une clinique de psychiatrie qui étudie la grande exclusion, et donc ils ont regardé, et c'est important de savoir que les effets de la précarité ont aussi des effets sur le comportement des personnes qui sont des symptômes de maladie mentale, mais qui ne sont pas forcément une maladie mentale. Donc, vous voyez, c'est pas si loin, mais en fait c'est la précarité ou l'exclusion qui peuvent créer des comportements qui sont symptomatiques. Et d'ailleurs, souvent, et ça je ne sais plus où je l'ai lu, donc je ne peux pas vous donner la référence, mais il y a une étude qui avait montré que des personnes qui sortaient de la rue avec des symptômes, et puis qui entraient en hébergement, et bien dans un certain temps à la suite de l'entrée en hébergement, les symptômes disparaissaient. Pour d'autres personnes, les symptômes ne disparaissaient pas, mais pour le coup, ça permettait de faire le clair sur l'accompagnement et les soins à apporter aux personnes. Donc ça, je trouve que c'est un paramètre qui est quand même important à prendre en compte et qui dit des choses sur la réalité. Et finalement, le point commun le plus fort entre toutes ces personnes, je crois que c'est une question de blessure, ou en tout cas une question de lien, de rupture de lien, à plusieurs moments ou à un moment de la vie, qui font que c'est difficile de s'accrocher à des liens qui existent. D'ailleurs, dans le film, ils en parlent à plusieurs reprises. Il y a 2 personnes qui disent qu'elles ont dégringolé une fois qu'une personne très chère est tombée à la rue. Le premier témoignage explique qu'en fait c'était quand même compliqué avec ses parents, et que c'était compliqué pour lui du coup d'être papa, et que c'est compliqué pour lui de tenir la relation avec ses enfants. En tout cas, voilà, il y a clairement là, et je crois que c'est ça qu'il faut regarder, c'est qu'on a affaire à des personnes blessées. Alors, c'est aussi important de prendre en compte la question des migrants et justement cette question du lien, parce qu'en fait, c'est pas forcément des personnes qui sont désocialisées. D'ailleurs, les migrants, ils peuvent avoir un réseau où ils peuvent avoir des soutiens en France, et puis aussi ce sont des personnes qui pour une partie, ont des liens au pays. Mais comme le dit, j'ai oublié le prénom du monsieur, il le dit, mais en fait, quand j'ai ma famille au téléphone, je peux pas leur dire, moi, que je vis à la rue. Je peux pas leur dire que je bosse pas, je peux pas leur dire qu'en fait ça va pas, que je vis dans des conditions indignes et que j'ai pas la vie dont j'ai rêvé et dont ils ont rêvé pour moi. Donc ça, c'est pas un lien qui est rompu, mais c'est un lien qui ne peut pas vivre dans une vérité. Donc ça fait souffrir aussi. Je vais parler maintenant de nous, notre rôle, le rôle des intervenants sociaux et de ce qu'on peut faire dans tout ça. Le premier, pour moi, selon moi, le rôle principal, c'est de créer des liens qui restaurent, en fait, des liens qui génèrent du bon, des liens qui font du bien pour la personne, et aussi, j'allais dire, qui nous font du bien, en tout cas, ça nous permet de mesurer si c'est un lien qui va faire du bien, si nous on va bien dans cette relation-là. Vous voyez un peu ce que je veux dire, je ne sais pas si c'est clair, mais en tout cas, on a vraiment cette mission de créer des relations qui génèrent du bon pour l'autre, puisque c'est par la relation qu'on soigne justement ces blessures. Et vous allez voir, je vais vous parler après d'un enchaînement là-dessus. Pour créer du lien, je vais reprendre les principes de Captifs la Libération, parce que je trouve que c'est vraiment des captifs qui sont importants, et puis en plus je pense que ce sont aussi les vôtres pour la Maraude d'Issy-les-Moulineaux. Il y a le lien de la fidélité. Et en fait, créer une relation avec la fidélité, c'est pour les maraudes se donner un rendez-vous tous les 2-3 jours, je ne sais pas combien de fois, 4 ou 5 fois vous tournez par semaine. 4. Et donc ils savent que le mardi soir après 19h, la maraude va passer. Peut-être que parfois ils savent que c'est François et Pierre et Jean-Louis qui passeront, ou alors c'est d'autres bénévoles, mais en tout cas ils savent qu'ils ont des rendez-vous avec vous, et ça c'est important. Parfois on est attendu,
Parfois on n'est pas attendu, parfois on n'oublie pas de nous dire qu'en fait on n'a pas envie de nous parler et qu'on ne sert à rien parce que nous on va dormir chez nous et puis de toute façon si on n'a pas de logement ça sert à rien de s'adresser à nous. Oui bon, bah, c'est vrai, il y a en partie, ça dit des choses en tout cas de la personne et de son envie d'être en lien avec nous, mais ce qui est important de souligner, enfin en tout cas il y a plein d'histoires où les personnes rejettent les maraudeurs pendant un certain temps et puis le jour pile poil où les maraudeurs ne passent pas, où les personnes ne font pas les tournées-rues, la semaine d'après ils disent mais vous étiez pas là la semaine dernière, vous n'êtes pas venu. Je me souviens d'un monsieur avec des bénévoles, les bénévoles passent, à chaque fois le monsieur leur fait un signe, il les arrête pour pas qu'ils s'adressent à eux. Et puis un jour il passe et puis le monsieur est plus là. Ah oui, il était dans une voiture et donc il est plus là, la voiture est plus là. Et donc ils sont troublés mais ils continuent leur chemin et là le monsieur leur court après. Alors qu'à chaque fois, pendant un certain temps, il leur avait fait stop, il ne voulait pas leur adresser la parole. Il dit, mais vous arrêtez pas, regardez, je suis là. Et là, ils ont commencé à parler. Donc la fidélité, elle sert à ça, en fait. Elle sert à dire, nous, on t'a vu, on sait que tu es là, et on t'a reconnu. Et après, ça prend pas, ça prend dans 2 mois, ça prend dans 5 ans, ça prend jamais, c'est pas grave, en fait. Ça a quand même une fonction dans la vie des personnes. La deuxième dimension, c'est la dimension de la gratuité, et ça je trouve qu'elle est intéressante. Alors, elle se pose au captif la libération parce que c'est vraiment la question des mains nues. Donc au captif, on arrive sans apport matériel. Je sais que vous avez un peu de soupe ou un peu de café en fonction du temps qu'il fait et de l'air du temps. Mais en fait, la question, elle n'est pas tant là que dans le fait de se demander où est-ce qu'on concentre notre énergie. Et si on concentre notre énergie à faire la soupe, en fait, on est une maraude qui fait de la soupe et on tourne, et ça tourne autour de ce sujet. Mais si c'est un prétexte à la rencontre, en fait, on est une maraude de lien social, on fait des tournées-rues pour le lien. Et donc ça crée la différence aussi pour les personnes. Parce qu'elles savent que vous venez pas là parce qu'elles sont pauvres et qu'elles ont besoin de manger, alors qu'elles n'ont peut-être pas faim, mais en tout cas, elles ont quand même besoin de manger parce qu'elles sont pauvres, c'est vrai, mais vous êtes là parce qu'elles existent et parce que vous êtes interpellés par leur présence dehors, et donc pour vous, c'est important d'aller leur faire un signe. Et ça n'a pas la même valeur pour les personnes. Et puis, il y a le dernier principe de l'inconditionnalité, qui est cher aussi aux captifs, mais qui est cher à l'ensemble des structures de veille sociale. L'inconditionnalité, c'est accueillir les personnes comme elles sont, dans leur état physique et moral, d'addiction, que la porte soit ouverte, en fait. Ce mot-là, il est venu dans les années 80, quand les personnes, finalement, ne pouvaient plus accéder au guichet du service public parce qu'elles étaient dans des états trop précaires ou trop sales ou trop sous alcool ou voilà. Et donc il a fallu, pour qu'elles puissent avoir des lieux de vie et d'accueil, créer des accueils inconditionnels. C'est comme ça que le nom est monté. Et en fait, ça veut dire que on peut accueillir tout le monde, et on peut aller vers tout le monde, quelle que soit la couleur de peau, l'état, voilà. Et ça, c'est important aussi, parce qu'en fait, quelqu'un qui est très alcoolisé ou quelqu'un qui a une maladie mentale qui l'empêche parfois d'être en lien, en fait, qu'il y ait des personnes qui puissent venir vers lui ou vers elle, et pour créer un lien au-delà des apparences et au-delà de ce qui peut faire peur, et parce qu'ils savent qu'ils peuvent faire peur, c'est important. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a comme outil? Parce que vous allez me dire, c'est bien mignon, c'est grand principe, mais on en a plein des outils. On a celui de l'écoute active, de parler du réel avec les personnes. On a aussi les signes de reconnaissance. On a la communication non violente. On a le fait d'accueillir les émotions et d'être à l'aise avec les émotions, parce que des émotions dans la rue, moi j'ai pas souvent vu des gens pleurer,
En revanche, j'ai souvent vu des gens en colère, et donc apprendre à accueillir la colère, accueillir la colère, pardon, ça s'apprend. Et justement, la colère, elle nous donne des informations sur ce qui est important pour la personne. Donc c'est important, c'est essentiel pour l'accompagnement d'être à l'aise, avec des guillemets, avec les émotions fortes. Je dis avec des guillemets parce que c'est loin d'être facile. Et puis, c'est important aussi d'être clair sur le cadre de la relation qu'on pose avec la personne. Si c'est une personne, si on se voit dans le cadre des tournées-rues, on se voit dans le cadre des tournées-rues et on donne rien. Ou voilà, si on se voit dans un autre cadre de la paroisse, eh ben, il va se passer autre chose et ça sera un autre cadre de la relation. Mais en tout cas, c'est important de aussi être clair sur les limites, sur ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire dans la relation. La relation de bénévole social, c'est pas une relation d'amour, c'est pas une relation de fraternelle, enfin de sœur et de frère, c'est pas une relation d'amitié, c'est une relation particulière qui n'a pas de nom particulier, mais c'est un peu tout ça et c'est pas ça non plus. Pour terminer la présentation, je veux juste vous signaler en tout cas appuyer sur deux choses, c'est que nous les êtres humains, nous tous les êtres humains, donc nous qui sommes là et les personnes de la rue, on a besoin de deux choses pour être en bonne santé mentale, pour être bien. On a besoin de liens sociaux, c'est une nourriture psychologique pour nous, et on a besoin d'action, c'est-à-dire qu'on a besoin de se mettre en action, parce que ça nourrit, c'est aussi une nourriture psychologique, ça nourrit notre confiance en nous. Donc le sentiment d'impuissance, c'est vraiment un sentiment que nous, on peut ressentir en tant qu'intervenants sociaux, mais c'est aussi un des sentiments que peuvent vivre les personnes face aux institutions, face à leur précarité, face à des employeurs qui ne payent pas, face à des employeurs maltraitants ou à un mari ou une femme maltraitante, ou voilà. Et donc le sentiment d'impuissance altère l'action. Et donc plus on ressent de l'impuissance, moins on agit, et moins on agit, moins on a confiance en sa capacité d'agir. Et donc il est là notre rôle. Il est, je le disais tout à l'heure et je le répète, dans la création de liens, parce qu'en fait la création de liens qui font du bien augmente l'estime de soi. Mais en fait, vous le voyez pour vous, hein, donc c'est pareil, ça fonctionne pareil pour les personnes de la rue. Augmente l'estime de soi et augmente l'amour de soi. Donc quand je reconnais, quand je vous dis que je vous ai reconnu, à l'intérieur de moi, ça augmente mes compteurs. Et donc ça a un impact sur la confiance en moi, c'est la confiance en soi, et ça va avoir un impact aussi sur le pouvoir d'agir, donc sur la capacité de la personne à se mettre en action. Mais on en est tous conscients de ça. Si on révise, si quand on était jeune on révisait nos examens, si on a passé telle ou telle étape qui était difficile, c'est aussi parce qu'on était attendu par des gens qui nous aiment et qu'on aime, et voilà, c'est aussi parce que le lien était important pour nous. Ben, c'est de ça dont je parlais, c'est-à-dire qu'on peut créer des liens comme ça qui donnent envie aux personnes, qui donnent envie, qui regonflent pour pouvoir se mettre en action. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est en fait d'être à l'écoute de là où en est la personne, justement, sur sa capacité d'action, et de pouvoir lui permettre d'envisager quel est le prochain plus petit pas possible à faire, et de créer les conditions de sa réussite. Mais on ne crée pas les solutions pour que la personne réussisse. Et donc ça recrée un sentiment d'impuissance qui régénère une baisse d'estime de soi, alors que si en fait on regarde où en est la personne avec elle, et puis qu'on l'accompagne et qu'on l'aide à comprendre l'environnement dans lequel elle est, et puis aussi on se mobilise. Vous êtes une partie d'entre vous au Secours catholique, il y a une forte action de plaidoyer, donc ça c'est bien parce qu'on accompagne les personnes, puis on va aussi faire changer la société, mais à l'échelle d'une personne en fait, c'est aussi lui permettre de comprendre l'environnement dans lequel elle est et de chercher les plus petites actions possibles. Et c'est une des raisons pour lesquelles, quand Dédé vous demande, au lieu d'aller faire sa carte d'identité, qu'il a perdu 5 fois depuis que vous le connaissez, vous demande d'aller à la piscine, d'aller à la patinoire, et ben en fait,
vous pouvez largement l'accompagner à la piscine ou à la patinoire, parce que ça, en fait, ça va redonner de la confiance, qui va redonner des envies, qui va remettre en mouvement. Voilà. Donc notre rôle, il est là. Il est de créer des liens et de créer des bonnes conditions pour les personnes d'avancer. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on passe à la table ronde? Où ça, pardon? Ah, j'arrive. Je lance la question. Oui, bonsoir madame. J'ai juste une petite question, c'est de par votre expérience, qu'est-ce qu'il faudrait changer dans notre beau pays pour que le plus petit nombre possible de personnes qui arrivent en France, de migrants, ne se retrouvent pas dans des situations de précarité que vous connaissez? Alors, là, je m'attendais à une question plus facile et moins exposante. Hein. Mais il y a la partie militante qui vit en moi va vous répondre qu'il faut changer l'accès au droit, en fait. Et il le dit très bien, le monsieur, dans la vidéo. En fait, moi, j'ai 30 ans et je suis en capacité, là, de travailler. Et puis, je suis pas venue ici pour travailler à la place des autres ou pour prendre le travail de quelqu'un. Je suis venue ici parce qu'en fait, il fallait que je vienne, parce que j'avais plein de raisons de venir. Donc là, il est empêché, en fait. Il est empêché d'agir, ce monsieur-là. Il est empêché de travailler parce qu'il n'est pas accueilli. Donc pour moi, il y a vraiment un enjeu là, sur l'accès au droit. Une autre question? J'ai oublié de vous dire, dans ma présentation, j'anime un podcast, et donc, dans lequel j'interviewe des créateurs de liens. Et puis il y a un des créateurs de liens qui a été interviewé en mars 2021, et c'est Guillaume qui est là, et qui va me poser la question. Je crois qu'il va me faire un piège. Non, pas du tout. Bonsoir. Simplement une question. Comment peut-on, nous, rattraper la confiance quand elle est soit perdue, soit en cours de création, quand on sait que c'est des populations qui voient beaucoup d'intervenants sociaux? Et comment est-ce que nous, on peut créer une confiance du quotidien pour pouvoir, nous, avoir confiance dans la nouvelle relation à créer et également leur redonner confiance? Oui, merci. Merci Guillaume. Je pense que la confiance, elle se crée quand les personnes sentent qu'on est là, on a fait un pas vers elles. Donc ça, c'est vraiment l'action d'aller vers que vous faites en tournée rue. On fait un pas vers les personnes, mais on est aussi en attente de ce qu'elles peuvent apporter et on ne leur met pas la pression pour que la relation existe. Ça, c'est un premier niveau de confiance, enfin, c'est une première base. Et la deuxième chose, c'est que j'ai réfléchi il n'y a pas longtemps et je dessine souvent en formation un schéma dans lequel je dessine 2 personnes et puis au milieu, il y a un pot. Et en fait, c'est le pot de la confiance. Et la confiance, elle se nourrit quand chacune des personnes met quelque chose dans le pot. Et ce qu'on met dans le pot, c'est des mots, c'est des pensées, c'est des actions, c'est des services, c'est des attentions. Voilà. Et donc nous, peut-être que nous, ce qu'on peut faire, en fait, c'est, en tant qu'intervenants sociaux, c'est de mettre un peu plus dans le pot avant l'autre et de ne pas attendre que l'autre ait mis pour mettre. Et voilà. Donc nourrir, enfin, remplir le pot de la confiance. La confiance, c'est pas un nuage qui est diffus dans la relation entre 2 personnes. La confiance, ça se nourrit réellement par des actions, par des actes. Une autre question? Oui, Jean-Yves, j'ai été étonné de ne pas entendre, ni dans le film, ni dans vos propos, la solidarité qui est créée, qui existe entre les sans-domicile, les gens de la rue. Ah oui. Et qui se crée, bon, parce que on leur a donné l'occasion de se rencontrer.
Parce que vous êtes témoin de solidarité qui existe comme ça? Oui. Je suis un peu mal à l'aise pour répondre à cette question. Parce que souvent les personnes témoignent qu'il n'y en a pas et que c'est compliqué à l'intérieur de la rue, que que c'est pas si évident que ça de créer des liens et des liens qui soutiennent vraiment. Et après il y a des personnes qui le vivent vraiment et qui créent des clans, ou alors des femmes qui sont sous la protection d'autres personnes. Donc ça c'est une vraie solidarité. Il y a un livre, une femme qui a écrit un livre qui s'appelle J'habite en bas de chez vous. Cette femme s'appelle Brigitte, c'est son nom d'auteur, je pense que c'est son prénom aussi. C'est un livre très intéressant justement sur la descente dans la rue et sur la sortie de rue. Et elle dit, dans la rue, j'ai vu le pire de l'humanité et j'ai vu aussi vraiment des actes magnifiques. Et je pense qu'elle parle de ça, en effet. Mais voilà, donc je pense que ça existe, mais je ne sais pas si ça existe beaucoup. Ça, faut demander aux personnes de témoigner de ça. Oui, juste pour répondre à ça, pour les maraudes d'ici les Moulineaux, c'est des choses qu'on a vues régulièrement, mais on a vu tout et son contraire. C'est-à-dire que les mêmes qui pouvaient être solidaires, à tous se donner l'un l'autre une soirée, pouvaient se taper sur la gueule le lendemain. Donc voilà, mais on a vu des choses très, très, très belles et des choses beaucoup moins belles, et parfois avec les mêmes. Voilà. Oui, c'est ça. Et Brigitte, elle dit quelque chose de très beau. Je suis justement sur le lien et sur la première partie de l'intervention. Elle dit, vous connaissez certainement cette phrase qui dit, il faut cette phrase africaine, cette citation africaine qui dit, il faut un village pour éduquer un enfant. Brigitte, une fois qu'elle est sortie de la rue, elle a dit, en fait, il faut un village pour aider une personne à sortir de la rue. Et donc, du coup, c'est vraiment ça, en fait. Notre rôle, il est non seulement d'aider les personnes, de créer des actions de solidarité, d'imaginer des liens entre eux aussi, ils doivent bien exister, ils existent. Et puis voilà, c'est ce qui aide à sortir de la rue, c'est vraiment la relation. Une dernière question avant de passer à la table ronde. Une question là. Oui, bonsoir à vous tous. J'ai aimé un témoignage de quelqu'un qui a dit « Quand je suis dans le besoin, j'ai quelqu'un qui s'occupe de moi. » Il ne parle pas de nourriture ni de quoi que ce soit, c'est de se sentir avec quelqu'un autour de lui. Et ça, c'est très important parce que c'est un amour qu'on peut donner à tous ces gens-là. Être près d'eux quand ils sont dans le besoin. C'est pas les abandonner, c'est dire tu as besoin de quelque chose, je suis là. Ouais. Voilà. Merci. C'est une bonne façon de terminer mon intervention. Merci beaucoup. Oui.